La guerre froide, un monde bipolaire, 1947-1989. Lorsque l'Allemagne et le Japon capitulent en 1945, la question de la reconstruction de l'Europe et du monde se pose. Le monde va voir s'affronter deux modèles politiques et économiques qui apportent chacun leur vision du monde. Ces deux modèles sont d'un côté le libéralisme porté par les États-Unis et de l'autre côté le communisme porté par l'URSS. Au temps de la guerre froide, le monde est donc divisé en deux blocs. Le bloc de l'Ouest est dominé par les États-Unis. Il se fonde sur la démocratie libérale qui protège les libertés individuelles et qui se caractérise par le capitalisme financier. Le bloc de l'Est, quant à lui, se fonde sur le système communiste, dans lequel les libertés individuelles sont supprimées, ainsi que les partis politiques. Alors pour rappel, l'objectif du système communiste est d'établir par la force une société égalitaire dans laquelle tout le monde possède le même niveau de richesse et d'éducation. Ces deux modèles vont alors s'opposer d'une façon un peu particulière, puisqu'il n'y aura pas de conflit direct entre les États-Unis et l'URSS, mais seulement des conflits interposés. Cela veut dire que ce sont les alliés ou les colonies de chaque pays qui vont s'affronter, et donc ce qu'on appelle la guerre froide, c'est une guerre indirecte, une guerre sans affrontement direct. Grand 1, la création de l'ONU. Le 26 juin 1945, 51 États signent une charte qui crée l'Organisation des Nations Unies, ou l'ONU. Cette organisation a pour objectif de maintenir et de préserver la paix dans le monde, en favorisant le dialogue et la diplomatie entre les pays, et en garantissant le respect des droits de l'homme. Son objectif est aussi de favoriser le progrès social et l'éducation partout dans le monde. L'ONU a son siège à New York, et en 1945, cette organisation internationale porte donc l'espoir d'un monde nouveau. L'organe central de l'ONU est le Conseil de sécurité, chargé de surveiller les menaces et les conflits mondiaux. Il est composé de 15 membres, dont 5 sont permanents, l'URSS, les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni, autrement dit les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Chaque membre permanent au Conseil de sécurité possède un droit de veto. Donc ces pays ont le droit de s'opposer à une décision de l'ONU qui est alors immédiatement bloquée. Ce droit de veto pose donc des limites pour le fonctionnement de l'ONU. D'autant plus qu'au sein du Conseil de sécurité, il y a les deux pays dont les idéologies s'opposent, les États-Unis et l'URSS. À part le Conseil de sécurité, l'ONU est constituée d'une assemblée générale qui vote les recommandations, d'un secrétariat général qui exécute les décisions de l'Assemblée, d'un conseil économique et social qui organise la coopération internationale, l'UNESCO et l'UNICEF en font par exemple partie, et enfin, l'ONU possède une cour internationale de justice. Grand 2, la constitution de deux blocs après 1945, un monde bipolaire. Alors, malgré le nouvel espoir porté par la création de l'ONU en 1945, les conflits ne cessent pas pour autant au XXe siècle. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, qui s'étaient alliés pour lutter contre le nazisme, s'opposent pour imposer au monde leur idéologie. Entre 1945 et 1947, on assiste à l'établissement d'un rideau de fer en Europe, une expression qui désigne la séparation entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. En effet, l'Europe centrale et l'Europe orientale, en rouge sur la carte, se trouvent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale sous le contrôle de l'armée soviétique qui a libéré ces territoires du nazisme. Dans les pays qu'elle a libérés, l'URSS installe des membres du Parti communiste aux postes clés. Ainsi, dès 1946, se mettent en place des démocraties populaires en Europe de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie notamment. Attention, lorsqu'on parle de démocratie populaire, c'est pour faire référence à des régimes communistes situés dans la partie orientale de l'Europe, et ces régimes n'ont rien de démocratique.
Pour stopper la progression communiste, le président américain Harry Truman propose en 1947 à l'Europe un plan d'aide économique et sociale, le plan Marshall. Il a deux objectifs: prêter de l'argent à l'Europe de l'Ouest afin qu'elle se reconstruise et endiguer, c'est-à-dire contenir l'avancée communiste. 17 pays d'Europe de l'Ouest acceptent cette offre. L'OECE, Organisation européenne de coopération économique, est créée pour gérer les fonds américains du plan Marshall. L'Europe naît donc en 1947 dans ce contexte de lutte entre le communisme et le libéralisme. Les pays d'Europe de l'Est sous influence communiste, eux, vont refuser cette offre. L'URSS, afin de répondre au plan Marshall, va créer de son côté le Conseil d'assistance économique mutuelle, KM, pour soutenir tous les régimes communistes ou les mouvements révolutionnaires dans le monde. Voyons maintenant comment, à la fin des années 40, l'Allemagne se retrouve au cœur du conflit entre l'URSS et les États-Unis. En 1945, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation: la zone américaine, la zone britannique, la zone française et la zone soviétique. Donc ces 4 puissances vainqueurs se partagent le pays, et Berlin, la capitale, est également divisée en 4 zones d'occupation. En 1948, les Occidentaux décident d'unifier les 3 zones d'occupation américaines, britanniques et françaises. Les Soviétiques décident alors de répliquer en créant le blocus de Berlin-Ouest de juin 1948 à mai 1949. Les Soviétiques reprochent aux Alliés de ne pas respecter les accords qu'ils ont signés avant la libération. Alors, le blocus de Berlin consiste à couper les voies de communication terrestres, ferroviaires et fluviales entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest. Cela signifie que les Soviétiques empêchent les Occidentaux d'accéder à la partie occidentale de Berlin, et cela leur est d'autant plus facile que les Occidentaux doivent traverser toute la partie est de l'Allemagne occupée par les Soviétiques. Alors, comme il est impossible aux Occidentaux de ravitailler Berlin-Ouest par la route ou par le ferroviaire, les Occidentaux organisent un pont aérien, c'est-à-dire qu'ils envoient des aliments par avion. Le blocus est un échec pour les Soviétiques et Staline met un terme à l'opération en mai 1949. La conséquence du blocus de Berlin au niveau politique est immense, car 2 pays indépendants sont créés en 1949, la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. La RFA, ou République fédérale allemande, correspond aux limites des zones d'occupation militaire occidentale, et la RDA, ou République démocratique allemande, correspond à la zone d'occupation soviétique. Alors, le blocus de Berlin est donc la première crise de cette guerre froide, et en 1949, l'échec des Soviétiques lors du blocus ne donne pas pour autant l'avantage au bloc occidental, puisque dès 1949, la Chine de Mao Tse-tung devient communiste et rejoint le bloc soviétique, est un allié de l'URSS. Alors, en résumé, avec ce planisphère de l'état du monde en 1950, on peut parler d'un monde bipolaire à cette date et d'un nouvel équilibre qui se constitue avec les États-Unis et ses alliés d'un côté, face au bloc communiste avec l'URSS, ses alliés et sa grande alliée, la Chine, de l'autre. Parallèlement, l'Europe occidentale poursuit sa reconstruction économique avec l'aide du plan Marshall et sa reconstruction militaire avec la création de l'OTAN par les États-Unis en 1949. L'OTAN est donc une alliance militaire défensive unissant les pays occidentaux opposés au bloc communiste. En 1949, l'URSS se dote de l'arme atomique. Chaque camp possède désormais la bombe. Mais le conflit n'éclate jamais entre les 2 grandes puissances, États-Unis et URSS. Un équilibre de la terreur s'instaure donc par ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Enfin, en réponse à l'OTAN, l'URSS crée également une alliance militaire défensive appelée le Pacte de Varsovie en 1955. Elle réunit autour de l'URSS tout le bloc de l'Est.
Grand 3, propagande, crise et course aux armements. Petit 1, la propagande. Pendant toute la durée de la guerre froide, États-Unis et URSS rivalisent dans tous les domaines. Ils se livrent notamment une guerre idéologique et culturelle par la BD, le cinéma, qui font œuvre de propagande. Ici, Captain America célèbre dans les années 50 pour sauver le monde du communisme. Au cinéma, dans les années 1980, c'est le boxeur américain Rocky Balboa qui affronte le géant soviétique Ivan Drago. L'action du film se déroule à une époque de forte tension entre les États-Unis et l'URSS. Le sport, encore, est aussi un vecteur de propagande anti-soviétique ou anti-américaine jusque la fin des années 1980. Mais c'est surtout dans la course technologique que s'affirme la puissance de l'un ou l'autre camp. En 1961, l'URSS envoie le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. C'est un véritable camouflet pour les États-Unis. Les États-Unis répondent aux Russes en 1969 en envoyant Neil Armstrong sur la Lune. Petit 2, les crises. La période qui va de 1950 à 1962 est surtout marquée par les crises et les conflits indirects au cours desquels vont s'affronter les deux grands et leurs alliés. En 1950, l'armée américaine intervient en Corée. C'est la guerre de Corée qui dure jusqu'en 1953. Elle affronte les Coréens du Nord qui sont aidés par la Chine communiste. Le conflit provoque la création des deux Corées. Alors, lorsque Staline meurt en 1953, les tensions s'apaisent entre les deux blocs. Elles reprennent dans les années 1960 à cause de deux raisons. La première qui est la construction du mur de Berlin en 1961 et la crise des fusées à Cuba en 1962 pour la seconde. Au début des années 50, les Berlinois de l'Est s'exilent de manière massive vers la partie occidentale de Berlin, en particulier les intellectuels et les scientifiques. Khrouchtchev, qui est le successeur de Staline, décide alors de construire un mur pour séparer les deux parties de la ville et empêcher les passages vers l'ouest. Ainsi, au cours de l'été 1961, les familles se retrouvent séparées sans aucune possibilité de se retrouver. Le mur de Berlin, long de 155 km, devient alors le symbole de la guerre froide. Deuxième crise, la crise de Cuba en 1962, trouve son origine dans le soutien de l'URSS à toutes les révolutions communistes du monde. Très loin de la Russie, à Cuba, Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959. C'est un révolutionnaire communiste, donc il installe un régime communiste dans l'île. En 1962, les États-Unis soupçonnent les Soviétiques d'aider les communistes cubains à installer des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, lesquels sont tournés vers les États-Unis. Le président américain Kennedy organise alors une réunion d'urgence avec Khrouchtchev en 1962. À l'issue des négociations entre les deux présidents, l'URSS retire ses missiles à la condition que les Américains n'envahissent pas Cuba et laissent en place le régime communiste. Cette fois, le monde a frôlé la guerre nucléaire. Après la crise des fusées, Kennedy et Khrouchtchev renforcent le dialogue entre les deux blocs. S'ensuit une période de détente qui n'exclut pas les conflits indirects comme la guerre du Vietnam entre 1964 et 1975. Petit 3, la fin de la guerre froide. Au milieu des années 1980, l'URSS est épuisée économiquement par la course aux armements. La guerre froide se termine avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification allemande un an plus tard. Enfin, en 1991, l'URSS disparaît. C'est la fin du bloc de l'Est.